Tu n'es qu'un autre garçon noir sans avenir. Le marteau du juge Harmon s'abat bruyamment. Devon Taylor se lève. La salle d'audience se fige dans le silence. 17 ans. Les épaules droites malgré le poids de tous les regards. Le juge se penche en avant. Je connais ton genre. Juste une autre statistique. Son doigt perce l'air. Aucune discipline. Aucun modèle paternel. Où est ton père, d'ailleurs? Devon soutient son regard. Puis-je l'appeler, votre honneur? Le juge Harmon ricane. Fais donc, s'il répond. Devon sort son téléphone, compose un numéro. La salle observe. Papa, le juge Harmon dit que tu as échoué à bien m'élever. Il se demande où tu es. Pourrais-tu venir en salle d'audience 4B maintenant? Qui attend au bout du fil? Plus tôt ce jour-là, Devon était entré au tribunal avec son projet scientifique, un système sophistiqué de surveillance de la qualité de l'air. Le détecteur de métaux a bipé. L'agent Briggs s'est avancé. C'est quoi cet engin? Sans attendre, il l'a saisi. Un moniteur de qualité de l'air, monsieur. Pour ma présentation au comité environnemental. Briggs le fit tourner brutalement. Ça me paraît suspect. J'ai des documents. Devon tendit la main vers son sac à dos. Les mains bien en vue, hurla Briggs, attirant l'attention. Deux autres gardes accoururent. Le juge Harmon observait de loin, les bras croisés, immobile. Je suis juste là pour ma présentation, expliqua Devon. Pourquoi n'es-tu pas à l'école, garçon? Demanda le juge. J'ai une absence justifiée. Salle 302 à 11 heures. Le docteur Williams m'attend. On verra bien. Amenez-le d'abord dans ma salle d'audience. Les gardes escortèrent Devon. Son projet, à moitié démonté, reposait dans les mains de Briggs. Devon remarqua que d'autres passaient le contrôle avec de l'électronique sans aucun problème. Un élève blanc, avec un panneau de foire scientifique, traversa sans être inquiété. Devon envoya un texto à son père, retenu à la sécurité. Je risque de rater la présentation. Son père répondit aussitôt. Que se passe-t-il? Devon commença à taper, puis s'arrêta. Juste des vérifications supplémentaires. Rien de grave. Point dans la salle d'audience vide, le juge Harmon ricana. Explique encore ce que fait cet appareil. Il mesure les particules fines dans les quartiers défavorisés, votre honneur. J'ai collecté des données montrant une corrélation entre la mauvaise qualité de l'air et les taux de maladie. Le juge jeta ses papiers de côté. Pourquoi apporter ça dans mon tribunal? Le comité environnemental se réunit ici chaque mois. J'ai été invité à présenter. Le juge Harmon abattit sa main sur la table, dispersant les pièces. Ça pourrait interférer avec les systèmes du tribunal. Monsieur, ce sont des mois de recherche. Des recherches? Où as-tu trouvé ces pièces? Qui a vraiment construit ça? Je l'ai construit moi-même. Les pièces ont été achetées avec une subvention. Une belle histoire. Ce n'est pas ta foire scientifique ici. Il ricana. Nous allons le garder pour inspection. Peut-être que tu le reverras. Le juge Harmon n'avait aucun droit de garder ta propriété sans raison. As-tu prévenu ton père? Je lui ai laissé des messages. Il est en conférence à Washington. Eh bien, n'abandonne pas. Le comité de la foire scientifique veut toujours ta participation la semaine prochaine. Devon hocha la tête. Je vais devoir tout reconstruire à partir de zéro. Pendant le déjeuner, le téléphone de Devon vibra. Un texto d'un numéro inconnu. Ton projet est marqué pour être détruit demain matin. Protocole de sécurité. Désolé, ami au tribunal. Le cœur de Devon s'emballa. Des mois de données irremplaçables envolées. Il essaya de rappeler son père. Message. Riz vocal. Après l'école, il retourna au tribunal. Un garde l'arrêta. J'ai besoin de parler au juge Harmon, dit Devon fermement. Le juge est parti pour la journée. Reviens demain. Ça ne peut pas attendre. Ma propriété est programmée pour être détruite. Le garde haussa les épaules. Rien que je puisse faire.
Devon repéra l'agent Brigue. Agent Brigue, un instant s'il vous plaît. Mon projet doit être détruit demain. Il contient des données de recherche irremplaçables. Ordre du juge, ricana Brigue. Peut-être que tu y réfléchiras à 2 fois avant d'apporter des appareils suspects ici. Puis-je au moins récupérer le disque de données? C'est le petit composant bleu. Aucun accès non autorisé. Tirant une leçon et passe à autre chose. Brigue s'éloigna. Devon sortit, la frustration bouillonnant. Il appela son oncle. Ils vont détruire mon projet demain. Je ne peux pas joindre papa. Documente tout, conseilla son oncle. Non, ce qui a été dit. Je passe des appels. Ce soir-là, Devon travailla frénétiquement dans son garage, tentant de recréer le projet de mémoire. Sa mère observa. Devon, parfois se battre n'en vaut pas la peine. Ça en vaut la peine, maman. Ce n'est plus seulement mon projet. De quoi s'agit-il alors? Quand le juge Harmon l'a confisqué, il n'a pas seulement pris un appareil. Il a essayé de faire taire des données montrant que son tribunal se trouve dans un quartier ayant les pires violations de la qualité de l'air. Ses yeux s'agrandirent. Tu penses que c'est délibéré? Je ne sais pas. Mais je vais découvrir. Tôt le matin, Devon attendit sur les marches du tribunal avec les documents que son oncle avait aidé à préparer. Le juge Harmon arriva, une expression de surprise passant sur son visage. Persévérant, n'est-ce pas, monsieur Taylor? Oui, monsieur. J'ai des documents prouvant la légitimité de mon projet et demandant sa restitution immédiate. Déposez-les au greffe. J'ai un agenda chargé. Monsieur, la sécurité prévoit de détruire ma propriété ce matin. Ce n'est pas mon département. Devon se déplaça légèrement, toujours respectueux. Votre honneur, j'ai tout documenté. Si ma propriété est détruite sans procédure régulière, je serai forcé d'escalader. Les yeux du juge se plissèrent. Me menaces-tu, jeune homme? Non, monsieur. J'exerce mes droits en tant que citoyen. Vous n'avez aucun pouvoir ici. C'est moi qui décide de ce qui se passe dans mon tribunal. Le tribunal appartient au peuple, votre honneur. Le visage du juge se porta rouge. Il vous faut une leçon de respect. Agent Brigue. Brigue apparut. Monsieur Taylor cause un trouble. Escortez-le dehors. Je suis sur un terrain public avec des documents légaux, dit Devon calmement. Ça ressemble à des documents falsifiés, aboya le juge. Confisquez-les. Ce sont des copies notariées de la preuve de propriété et des documents de subvention, répliqua Devon fermement. Le juge Harmon se pencha. Tu crois que des papiers te sauveront? Tu ne vaux rien ici. Un administrateur du tribunal accourut. Juge Harmon, appel urgent. Le juge recula. Ce n'est pas fini. Il disparut à l'intérieur. Devon se tourna vers Brigue. Je veux juste récupérer mon projet avant qu'il ne soit détruit. Brigue parut mal à l'aise. Gamin, laisse tomber. Il me reste 3 ans avant la retraite. Ne rends pas ça plus difficile. Est-ce que ta pension vaut la destruction de preuves de discrimination environnementale? Demanda Devon doucement. Brigue ne répondit pas, mais son visage en disait long point cet après-midi-là. Devon resta assis devant la salle d'audience de Harmon. Des avocats passaient, jetant des regards curieux. L'un d'eux s'arrêta. Tu es là depuis toute la journée. Affaire de cour? J'essaie de récupérer ma propriété confisquée avant sa destruction. Elle s'assit. Je m'appelle Laura Chen, bureau du DEF. En sœur publique. Quelle propriété? Devon expliqua en montrant les documents. Le juge Harmon, murmura-t-elle. Il a une réputation. Laisse-moi passer un coup de fil. Pendant qu'elle s'éloignait, le téléphone de Devon vibra. Son oncle, tiens bon. De l'aide arrive. Laura revint. Ton projet a déjà été déplacé vers la zone de destruction. Nous pourrions intervenir si nous agissons maintenant. Ils se précipitèrent au sous-sol. Un garde les bloqua. La propriété de ce jeune homme est en train d'être illégalement éliminée, soutint Laura. J'ai mes ordres, répondit l'officier d'un ton plat.
À travers la fenêtre, Devon aperçut son projet sur une table, à moitié démontée. C'est ça. S'il vous plaît, ce sont des mois de recherche. Reculez ou je vous ferai sortir. Laura l'attira à l'écart. Nous avons besoin d'une ordonnance du juge. Je vais déposer une requête d'urgence. Juste à ce moment, le juge Harmon sortit de l'ascenseur. Mademoiselle Chen, vous frayez avec les fauteurs de troubles aujourd'hui? Votre honneur, cette propriété est en train d'être éliminée de manière irrégulière. Je dépose une requête de suspension d'urgence. Gardez votre paperasse, rit Harmon. Cet appareil a été jugé comme un risque de sécurité par moi. Sur quelle preuve? Répliqua Laura. Mon tribunal. Ma décision. Il fit un geste. Escortez-les dehors. Monsieur Taylor est banni de ce bâtiment. Devon fit un pas en avant. Monsieur, j'ai été respectueux et suivi toutes les règles. Pourquoi faites-vous cela? La voix de Harmon était glaciale. Parce que je le peux. Certaines personnes doivent apprendre leur place. Laura murmura, n'interviens pas. Nous trouverons un autre moyen. Alors qu'ils étaient escortés dehors, Devon vit Harmon entrer dans la salle de destruction. Par la porte qui se refermait, le juge saisit un marteau. Il va le détruire lui-même, chuchota Devon. Les yeux de Laura se durcirent. Maintenant nous savons que c'est personnel. Il est temps d'appeler de plus gros renforts. Avec son projet sur le point d'être détruit, quel dernier recours reste à Devon? Dehors, devant le tribunal, il faisait les 100 pas. Laura passait des appels frénétiques à d'autres juges, cherchant une intervention d'urgence. Personne n'est disponible dans un délai si court, admit-elle, frustrée. Et la plupart ne s'opposeraient pas au juge Harmon de toute façon. Le téléphone de Devon sonna. Son père. Papa, ils détruisent mon projet en ce moment. Je sais, fiston. J'ai été informé. Mets-moi sur haut-parleur. Devon obéit, confus. Laura observait avec curiosité. Ici Robert Taylor, résonna la voix autoritaire de son père. À qui ai-je l'honneur? Laura Chen, bureau du défenseur public. Le projet de votre fils est en train d'être éliminé irrégulièrement par le juge Harmon. Je comprends. Mademoiselle Chen, veuillez raccompagner Devon à l'intérieur. Exigez de voir le juge Harmon immédiatement. Dites à la sécurité d'appeler ce numéro en cas de résistance. Il dicta une extension gouvernementale. Laura hésita, sceptique, mais acquiesça. Nous allons essayer, monsieur Taylor. Ils revinrent à l'intérieur. La sécurité les arrêta immédiatement. Devon Taylor est banni des lieux, dit le garde d'un ton sec. Laura resta ferme. Nous devons voir le juge Harmon maintenant. Si vous refusez, appelez ce numéro. Elle montra le téléphone. Le garde hésita, puis composa. Son ton changea radicalement. Oui, monsieur. Tout de suite, monsieur. Raccrochant, il s'écarta. Vous pouvez vous rendre dans le bureau du juge Harmon. En marchant, Devon chuchota, que s'est-il passé? Laura secoua la tête. Qui est exactement ton père? Il travaille au ministère de la Justice. C'est tout ce que je sais. Ils arrivèrent au bureau. La greffière tenta de les bloquer jusqu'à ce que Laura mentionne à nouveau le numéro. Quelques instants plus tard, ils furent introduits. Le juge Harmon se tenait derrière son bureau. Le projet abîmé de Devon reposait devant lui. Un marteau traînait à côté. C'est du harcèlement, lança le juge. J'ai pris ma décision concernant cet appareil. Laura avança. Votre honneur, nous avons pour instruction d'appeler ce numéro si vous refusez de restituer la propriété de monsieur Taylor. Harmon ricana. Un sous-fifre bureaucratique ne m'impressionne pas, alors peut-être devriez-vous passer l'appel vous-même, suggéra calmement Devon. Quelque chose dans son ton serein fit hésiter le juge. Il composa. Ici le juge William Harmon. À qui ai-je l'honneur? L'agacement se mua en choc. Oui, je comprends. Mais l'appareil était. Oui, monsieur. La couleur quitta son visage. Sa main trembla tandis qu'il reposait le téléphone.
Votre propriété vous sera immédiatement rendue, Monsieur Taylor. Dans son état d'origine, avec toutes les données intactes, insista Devon. Harmon acquiesça, incapable de soutenir son regard point en sortant, le téléphone de Devon sonna à nouveau. Son père. C'est réglé, fiston? Oui, papa. Merci. Bien. Maintenant, peux-tu me passer le juge Harmon? Je serai en ville demain et je veux le rencontrer personnellement. Laura le fixa, la réalisation se dessinant. Ton père est. Devon hocha légèrement la tête alors qu'Harmon approchait, livide. Juge Harmon, mon père voudrait vous parler. Le juge prit le téléphone, son arrogance s'envolait. Ici le juge Harmon. Depuis le haut-parleur, juge Harmon, ici le procureur général des États-Unis, Robert Taylor. Je serai dans votre tribunal demain à 9 heures pour discuter de votre traitement envers mon fils et du schéma d'inconduite judiciaire dans votre salle d'audience. Libérez votre agenda. Harmon faillit lâcher le téléphone. Oui, monsieur le procureur général. Je ferai les arrangements. Il se retira sans un mot de plus. Dans le couloir, Laura siffla doucement. Ton père est le procureur général des États-Unis? Devon acquiesça. Il a été nommé l'an dernier. À elle. École, on garde ça discret. Pas étonnant qu'Harmon ait eu l'air d'avoir vu un fantôme. Elle examina le projet. C'est vraiment à propos de la surveillance de la qualité de l'air? Oui. 6 mois de données montrant que les lois environnementales ne sont pas appliquées de façon égale dans les quartiers. Devon toucha les pièces endommagées. Les zones de forte pollution correspondent exactement aux condamnations les plus sévères du juge Harmon. Les yeux de Laura s'écarquillèrent. Tu as mis au jour des preuves de racisme environnemental sans même réaliser son lien avec les biais judiciaires. Je voulais juste aider mon quartier à respirer un air plus pur. Je n'ai jamais imaginé exposer un juge corrompu. L'aube se leva. Des camions de presse envahirent le tribunal. La nouvelle avait filtré. Le procureur général des États-Unis effectuait une visite non programmée. À l'intérieur, le juge Harmon faisait les 100 pas, nerveux. Sénateur, vous m'aviez promis une protection, souffla-t-il au téléphone. Oui, j'ai toujours statué en votre faveur, mais c'est ma carrière. Il raccrocha brutalement. Son greffier entra, livide. Monsieur, il y a des agents du FBI dans le hall. Le FBI, marmonna Harmon. Taylor ne perd pas de temps. Redressant sa toge, il tenta de masquer sa panique. Pendant ce temps, Devon et son père entraient par une entrée privée, encadrée par des agents du FBI. La stature grande et digne de Robert Taylor reflétait le calme de son fils. Ça va? Demanda-t-il doucement. Mieux maintenant, répondit Devon. Je ne voulais pas que tout ça arrive. Tu as tenu bon avec respect. Je suis fier de toi. Robert lui serra l'épaule. Mais il ne s'agit plus seulement de ton projet. Ils rejoignirent Laura Chen et des responsables du ministère de la Justice dans une salle de conférence. Des cartes recouvraient le mur, des quartiers marqués en rouge. Mademoiselle Chen a été précieuse, expliqua un assistant. Elle a compilé de solides preuves des jugements discriminatoires du juge Harmon. Cela concorde avec les recherches de Devon. Laura hocha la tête. Les quartiers les moins protégés sur le plan environnemental sont les mêmes où Harmon inflige les peines les plus lourdes aux minorités. Robert étudia les cartes. Et cela correspond parfaitement aux investissements immobiliers du sénateur Whitfield. Un autre assistant ajouta, ces sociétés écrans ont racheté des propriétés à bas prix dans ces zones polluées, puis les ont revendues après des assainissements sélectifs. Devon fixa son projet. Voilà pourquoi Harmon a essayé de détruire mes recherches. Elle prouvait la connexion. Robert se tourna vers lui. Tu es tombé sur quelque chose de plus grand que nous deux. Ton projet sur la justice environnementale a révélé une véritable injustice. Un coup à la porte. Le juge Harmon entra avec son avocat. La pièce se glaça. Procureur général Taylor, commença Harmon d'un ton raide. Cette mise en scène est inutile. Il ne s'agissait que d'un malentendu au sujet d'un projet scolaire. Robert ne lui serra pas la main. Il ne s'agit pas du projet de mon fils, bien que cet incident ait révélé un schéma troublant. Asseyez-vous. Pendant l'heure suivante, les responsables présentèrent des preuves accablantes. Peine discriminatoire,
application sélective des règlements, relevé téléphonique reliant Harmon au bureau du sénateur Whitfield avant des jugements clés. C'est une chasse aux sorcières politiques, explosa Harmon. Je sers depuis 20 ans. Oui, répondit Robert calmement, et nous avons examiné 20 ans de vos jugements. Voulez-vous expliquer pourquoi les prévenus de certains quartiers écopent de peines 40% plus longues que des affaires identiques ailleurs? Le juge jeta un coup d'œil à son avocat, de plus en plus acculé. Ou peut-être, continua Robert, pouvez-vous expliquer ces appels au sénateur Whitfield? Dès avant des décisions environnementales qui ont profité à ces sociétés? Le visage d'Harmon pâlit. Je veux une immunité. Son avocat intervint. Mon client ne fera aucune déclaration pour le moment. Robert acquiesça. Un assistant fit glisser un document sur la table. Juge Harmon, voici un avis formel d'enquête. Vous êtes suspendu de vos fonctions administratives jusqu'à la fin de la procédure. Vous ne pouvez pas faire ça, murmura Harmon. Ce n'est pas moi qui le fais, dit Robert en se levant. Ce sont vos actes. Le comité d'éthique judiciaire se réunit en urgence cet après-midi. Je vous conseille de vous préparer. Harmon et son avocat quittèrent la salle en silence. Robert se tourna vers Devon. Ton projet a confirmé ce que nous soupçonnions mais que nous ne pouvions pas prouver. L'injustice environnementale et l'inconduite judiciaire s'alimentent mutuellement. Devon regarda son appareil abîmé. Je voulais juste un air plus pur pour mon quartier. Et tu l'auras, l'assura Robert. Tes données font désormais partie d'une enquête fédérale. Laura s'approcha. Le comité environnemental a appelé. Ils veulent ta présentation complète demain, cette fois avec la protection du ministère de la Justice. Le soir venu, la suspension d'Harmon faisait la une. Devon regarder la couverture médiatique avec ses parents. Des sources confirment que l'enquête a commencé après que le juge Harmon a tenté de détruire des preuves scientifiques recueillies par un lycéen. Les preuves montraient apparemment que les lois environnementales étaient appliquées de manière sélective dans les quartiers minoritaires. La mère de Devon se tourna vers Robert. Jusqu'où cela va-t-il aller? Très loin, répondit Robert. Les sociétés du sénateur Whitfield exploitent ces communautés depuis des années, achetant à bas prix après la pollution, puis y s'encaissant après des nettoyages sélectifs. Mais pourquoi cibler le projet de Devon? Demanda sa mère. Parce que les données ne mentent pas, répondit Devon. Mes mesures de qualité de l'air ont créé une carte correspondant parfaitement au schéma de condamnation discriminatoire du juge Harmon. Elles ont relié le racisme environnemental à l'inconduite judiciaire. Le téléphone de Robertson. Il décroche, écoute, puis pousse un soupir. Le sénateur Whitfield demande une enquête sur l'enquête elle-même. Il prétend qu'elle est politiquement motivée. Et c'est vrai, demande Devon. La justice n'est pas politique, mon fils. Le visage de Robert se durcit. Mais ceux qui l'entravent se cachent souvent derrière la politique. Le lendemain matin, Devon présente ses conclusions au comité de l'environnement, cette fois avec son projet intact et en fonctionnement. Des agents du FBI se tiennent discrètement dans la salle. Ces relevés de qualité de l'air ont été effectués pendant 6 mois dans différents quartiers, explique Devon en affichant ces données. Le schéma est clair. Les infractions environnementales sont signalées de manière équivalente dans toute la ville, mais les actions de contrôle sont concentrées dans les zones aisées. Les membres du comité examinent ces résultats avec une compréhension nouvelle de leur portée. Ces données seront essentielles à notre enquête fédérale, annonce le Dr Lawson. Monsieur Taylor, le comité souhaiterait financer une extension de votre système de surveillance à l'ensemble de la ville. En quittant la réunion, Laura Chen les rejoint. L'avocat du juge Harmon a appelé. Il veut négocier. Robert arque un sourcil. Déjà? Il doit savoir que nous en avons plus que ce que nous avons montré. Les dominos commencent à tomber. Laura confirme. 3 autres juges, au schéma de décision similaire, ont demandé un congé. L'action de la société immobilière du sénateur Whitfield a chuté de 30% ce matin. Devon encaisse ces informations en silence. Son S. Humble projet scientifique a déclenché une cascade de responsabilités. Et maintenant, que se passe-t-il? Demande-t-il à son père. La justice, répond simplement Robert. Et peut-être un air plus pur pour ton quartier. Alors que le juge Harmon cherche à négocier, qui d'autre tombera dans cette enquête grandissante? Une semaine plus tard, l'audience du comité d'éthique judiciaire se tient dans une salle comble.
Le juge Harmon est assis avec son équipe de défense, diminuée sans sa robe. Le sénateur Whitfield observe depuis le fond, entouré de conseillers chuchotant nerveusement. Lorsque Robert Taylor entre avec Devon, le sénateur se glisse par une porte latérale. Le président du comité ouvre la séance. Nous examinons les preuves de faute judiciaire du juge William Harmon, y compris des schémas discriminatoires dans les condamnations, des rejets abusifs de dossiers environnementaux, et une possible corruption impliquant des intérêts immobiliers privés. Les recherches de Devon sont présentées en premier. Son projet reconstruit est exposé sur une table, les écrans affichant des corrélations nettes entre violations environnementales, dossiers rejetés et conséquences sanitaires selon les quartiers. Ces données, initialement collectées pour un projet scientifique de lycée, ont révélé un schéma inquiétant, explique le présentateur. Les affaires de protection de l'environnement issues des quartiers minoritaires ont été rejetées 8 fois plus que des affaires identiques d'autres zones. L'avocat du juge Harmon proteste, un projet scientifique d'élèves ne constitue en rien une preuve recevable. Le président du comité répond fermement, la méthodologie a été vérifiée indépendamment par 3 départements universitaires d'environnement. Les données tiennent. Ensuite, les enquêteurs du ministère de la Justice présentent des relevés téléphoniques. Des transactions bancaires et des schémas de jugement dressant un tableau clair. Le juge Harmon a systématiquement statué en faveur d'intérêts immobiliers liés au sénateur Whitfield, permettant des violations environnementales dans des quartiers ciblés. Pendant une pause, Devon surprend 2 membres du comité conversant. Le schéma est indéniable, dit l'un. Mais oseront-ils vraiment destituer un juge fédéral en exercice, répond l'autre. Ils n'ont pas le choix. Les preuves sont trop publiques maintenant. Le projet de ce gamin a tout fait exploser. Lorsque l'audience reprend, le juge Harmon prend la parole. Son arrogance a disparu, remplacée par un pragmatisme désespéré. Je reconnais que certaines de mes décisions peuvent montrer des disparités statistiques, admet-il prudemment. Mais il n'y a jamais eu d'intention discriminatoire. Le contre-interrogatoire est implacable. Les avocats du ministère présentent affaire après affaire où des circonstances identiques ont conduit à des décisions radicalement différentes selon le quartier et la démographie raciale. Et vos fréquentes communications avec le bureau du sénateur Whitfield avant des jugements environnementaux, demande un membre du comité. Le juge hésite trop longtemps. Le sénateur est un vieil ami. Nous avons discuté de diverses affaires, y compris des dossiers environnementaux à rejeter pour faciliter ses projets immobiliers. L'avocat du juge l'interrompt, mon client souhaite modifier sa déposition. Un murmure parcourt la salle. Tout le monde comprend ce qui s'annonce. Le juge Harmon se penche en avant. Je suis prêt à fournir des informations complètes sur l'implication du sénateur Whitfield en échange d'une clémence dans mon dossier. Le président du comité jette un coup d'œil à Robert Taylor, qui acquiesce légèrement. Cette audience est suspendue pendant que le juge Harmon transmet sa déclaration au responsable du ministère de la Justice. À elle. Assorti, Devon s'adresse à son père. Il se retourne contre le sénateur. Quand des puissants tombent, ils ne tombent jamais seuls, répond Robert. Harmon sait que sa carrière est finie. Maintenant il négocie les termes de sa reddition. À l'extérieur de la salle, les journalistes affluent. Devon reste en retrait tandis que son père s'adresse à la presse. Aujourd'hui marque une étape importante vers la justice environnementale dans nos communautés. Quand nous permettons que les protections environnementales soient appliquées sélectivement, nous décidons quels enfants méritent de respirer un air pur et lesquels n'y ont pas droit. C'est inacceptable en Amérique. Devon remarque le juge Harmon escorté vers une pièce privée, les épaules affaissées, le poids de ses actes enfin visible sur son visage. Leurs regards se croisent brièvement. Le juge détourne les yeux le premier point plus tard dans la soirée, la nouvelle tombe. Le sénateur Whitfield a démissionné, invoquant des raisons de santé. 3 sociétés immobilières annoncent des réunions d'urgence de leur conseil d'administration. L'EPA lance des enquêtes dans 12 villes présentant des schémas similaires. Chez lui, Devon suit la couverture médiatique avec des émotions partagées. Tu n'avais jamais voulu tout cela, dit sa mère. Non, admet Devon, mais je ne regrette pas que ce soit arrivé. Son père les rejoint, desserrant sa cravate. Le juge Harmon a donné des noms, des dates, des montants. Le réseau de corruption était plus vaste que nous l'imaginions. Est-ce que cela changera quelque chose, demande Devon. Pour des quartiers comme le nôtre? Robert hoche la tête. L'EPA accélère la dépollution des zones concernées. Et ton système de surveillance est adopté comme modèle de contrôle communautaire. Devon réfléchit. D'un projet scientifique à une politique fédérale, c'est un. Si que le changement arrive, dit son père.
Une personne tient bon et les autres suivent.